je vais maintenant vous parler des latrines de Louis Guy. Donc en fait, on revient au 19e siècle, on revient dans des latrines et on va aller, à l'emplacement de ce qu'on appelle la maison Gervaise. La maison Gervaise, elle se situe, à Montréal. C'est dans un terrain qui est délimité, qui est dans un quadrilatère qui est délimité par les places d'Armes, la rue Saint-Jacques, le boulevard Saint-Laurent, puis la rue Notre-Dame, pas très loin de la basilique. Et en fait, elle tient son nom de l'occupation gervaise qui est entre 1694 et 1768. C'est un site qui a été fouillé à plusieurs reprises, qui a fait l'objet de plusieurs interventions. La structure dont je vais vous parler, elle est associée à une intervention qui a été réalisée par Marie-Claude Bria. J'en profite pour la remercier par rapport à l'opportunité qu'elle m'a donnée d'étudier cette magnifique collection. Puis dans le cadre d'une intervention réalisée par Archéos. Donc la maison Gervaise, en fait, je parlais de l'occupation gervaise, mais il y a eu plusieurs occupations, il y a plusieurs grandes phases d'occupation. La première, donc, étant celle dite gervaise, mais il y a aussi une deuxième phase d'occupation qui correspond grosso modo à la première moitié du 19e siècle, qui est l'occupation dite de Saul-Guy, et l'occupation maçon, qui est un peu plus tardive, donc entre 1857 et 1960. C'est en 1801 que Louis Guy va acquérir la propriété avec son épouse, Joseph de Cureau. Et avant lui, c'était Joseph Papineau qui avait son notariat à cet emplacement-là. Dans les actes, la propriété est décrite de la façon suivante. C'est une maison par-dessus construite et un autre terrain vis-à-vis celui avec une écurie et une remise dessus. Donc, je vais vous parler plus particulièrement de l'assemblage de la fosse de latrine ST62. Puis, je ne vais pas vous parler de tout le comblement de la fosse de latrine, mais je vais vous parler juste des lots qui sont associés à l'occupation et à la phase d'utilisation de cette latrine. On a observé un nombre minimum d'individus de 423 objets pour un nombre de restes, et là je vois qu'il y a une erreur, qui est de 2468 fragments. Dans l'assemblage, je vais parler des éléments les plus importants, c'est-à-dire la céramique, où on a de la terre cuite grossière, creamware, perlware, essentiellement de la terre cuite fine blanche, très très peu de terre cuite fine blanche vitrifiée, de la terre cuite fine blanche autre, de grès, porcelaine, puis c'est tous des éléments qui sont associés à la conservation, préparation, consommation des aliments, puis à l'hygiène. Pour le verre, on a du verre incolore au plomb, du verre à bouteille, du verre teinté régulier vert, puis c'est essentiellement associé à la conservation et la consommation des boissons alcoolisées. Et puis ensuite, on a de nombreux menus objets qui sont des ustensiles, des ardoises, des billes, boutons, épingles, chaussures, etc. Et on a des matériaux de construction, verre à vitre et clous. D'une façon générale, cet assemblage est associé à une période d'utilisation qui va entre 1815 et 1850 pour ce qu'on peut voir de la culture matérielle, et la présence de Louis Guy à cet emplacement, c'est entre 1810 et 1857, fait qu'on voit que la période d'utilisation est vraiment associée à ce personnage. Fait que si on y va pour la céramique, il y a de la terre cuite grossière, peu de terre cuite grossière. La terre cuite grossière est habituellement associée à la préparation et la conservation des aliments, puis là, on en a vraiment très peu. On a 69 fragments, puis 12 individus. On a quelques éléments qui sont associés à l'horticulture, donc un pot en terre cuite et une soucoupe. Puis on a une jatte ou terrine en terre cuite grossière locale et 5 individus en terre cuite grossière de type nord-est, dont une jarre à haricots que vous voyez ici remonter. On a un nombre un peu plus important d'éléments en creamware, donc 102 fragments, 13 objets, avec des éléments de présentation, service, consommation des aliments, donc des plats, des assiettes, des bols, des thaïères, puis des éléments qui sont associés à l'hygiène, dont des ensembles de toilettes. Vous avez ici sur la photographie
sur la slide, un certain nombre d'éléments qui représentent en fait les collections qu'on a retrouvées. Vous avez à la fois une cuvette et un pot à eau. Vous avez des bols, vous avez des tasses, une théière avec la petite coupelle qui va dessus. On a des plats, on a des assiettes. Et puis, au niveau des éléments de décor, on peut identifier trois types de décors. C'est soit le décor basse, le décor Paris et le décor concave. Donc, c'est assez cohérent comme ensemble. On a ensuite du pearlware, on a 10 individus, c'est essentiellement des décors peints. Donc, vous avez des pots à lait, le petit pot à lait qui est ici avec un décor à large aplat, des bols, des tasses, des soucoupes, des assiettes, essentiellement des décors relativement délicats qui sont associés à des périodes assez tardives pour les productions de crimeware à décor peint. On a ensuite le motif Shell Age, notamment deux assiettes qui sont une qui est quasiment complète et une autre qui est un peu plus fragmentaire, mais qui reste quand même relativement en bon état. Donc on a trois assiettes à décor Shell Age néoclassique dans l'assemblage. On va ensuite avoir, et là c'est le gros morceau, de la terre cuite fine blanche à décor imprimé. Donc pour l'ensemble total, on a 48 individus pour un nombre de restes de 332 fragments. Les impressions, on a essentiellement du bleu, du brun, du noir, quelques fragments de rose, de violet, de vert, d'oranger ou de gris pour lesquels on n'a pas pu ni identifier la forme ni identifier le motif. On a la présence de motifs flots parmi les décors imprimés bleus. Il y a une grande variété de motifs. On a eu la chance de pouvoir en identifier un certain nombre, ce qui a permis de donner un range au niveau de la datation qui est assez précis. On a aussi la présence d'ensembles avec des motifs identiques. Un certain nombre de potillons peut être identifié, puis on a eu la chance de trouver un motif non recensé dans la littérature. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Pour ce qui est des décors imprimés bleus, là, on a pu aller avec un certain nombre d'identifications. Pour l'identification, on s'est basé sur la base de données du Transferware Club. Ce sont des productions toutes qui proviennent d'Angleterre pour celles qui ont pu être identifiées. Donc on a, je vais vous les présenter ici, vous avez le Fairman Cadal Shed, vous avez le Coral Border, la Holy Bible, le Mousquetier, Moss Sheet, Albion, et Oriental Beauties, entre autres. Ça, c'est juste pour celles qui ont pu être identifiées avec certitude. Il y en a certaines où on avait des doutes sur l'identification. Donc, on a fait des propositions, mais c'est comme moins certain. Ensuite, on a un décor imprimé brun, puis là, on s'est aperçu qu'on avait plusieurs individus qui provenaient du même motif, qui portaient le même motif. Il y avait une assiette creuse, une petite assiette, deux assiettes plates, deux plats et deux couvercles. Et en fait, ce type de décor et ce type de motif, il y a plusieurs modèles, c'est-à-dire que les scènes centrales vont varier. Elles sont toutes délimitées par un cercle qui est formé de motifs de diamants et d'étoiles alternées et jointives qui délimitent vraiment l'élément central, le décor central, la scène. Et puis, celle que j'ai mis en grand là sur la droite, c'est une des scènes centrales qui n'a pas été référencée à date dans la littérature. Donc, on en a plusieurs motifs comme ça qui reviennent de façon régulière. Ça, ce sont des productions Davenport. On va ensuite avoir des décors imprimés bruns et noirs. Donc là, autre que celui que je viens de citer, il y a le motif antique vase, vraisemblablement de Joseph Clemenson, puis des motifs d'inspiration asiatique qui n'ont pas pu être identifiés. Il y a un certain nombre de motifs qui n'ont pas pu être identifiés pour les décors bruns. Pour les décors imprimés noirs, on s'est aperçu assez rapidement que tous les objets à décor imprimé noir étaient en lien avec des artefacts destinés à l'hygiène, donc des brocs, des cuvettes,
des pots de chambre. Le seul motif qu'on a pu identifier, c'est le motif pagoda. Après ça, il y a beaucoup d'autres types céramiques, mais qui sont toutes dans des proportions beaucoup moindres. Comme je disais juste avant, les motifs principaux, c'est le décor imprimé bleu, puis décor imprimé brun, sur de la terre cuite fine blanche. Fait qu'on a de la porcelaine, on a du bone china, on a de la terre cuite fine orangée, on a du grès, etc., mais toujours dans des proportions très faibles. Et pour les identifications, on a eu la chance d'avoir un certain nombre de motifs, de modèles qui étaient pas forcément complets, mais qui étaient en suffisamment bon état de conservation pour nous permettre d'avoir les cartouches à l'arrière, ce qui facilitait grandement l'identification. Puis, on s'est rendu compte assez rapidement aussi qu'il y avait énormément d'importations Davenport. Fait que je disais que c'est toutes des importations anglaises, mais sur l'ensemble des motifs qu'on a pu identifier, il y avait énormément de production Davenport, que ce soit pour la terre cuite fine blanche ou pour le creamware. Pour ce qui est du verre de verre, on a de la véritable, on a des bouteilles destinées à la conservation des alcools, bouteilles à vin et à gin notamment, des fioles et du verre à vitre. Fait que je vais passer assez rapidement sur les bouteilles parce qu'on a pu identifier 27 individus, fait que c'est un peu plus de 300 fragments, presque 350. Il y a une seule bouteille à gin qui a pu être identifiée. Pour tout le reste, les bouteilles, on n'a pas pu remonter. Il y a quelques bouteilles qui portent des traces de pontil, donc il y a 7 individus qui ont des traces de pontil poli, il y a 15 individus qui ont des traces de pontil sablé, puis il y a un individu qui a une trace de pontil non sablé, puis d'une façon générale, les différents fragments qui étaient caractéristiques, on pouvait identifier des productions qui variaient entre 1790 et 1840. Et notamment, il y avait 3 fragments d'épaule de bouteilles type champenoise. Pareil, pour le verre à vitre, je vais aller assez vite. On avait 443 fragments de verre plat. Il y en avait 57 qui présentaient soit des traces de découpe, soit des traces de sertissage, fait qu'on sait que c'est du verre à vitre. La présence de verre à vitre, en fait, est assez caractéristique dans les latrines. On a habituellement aux alentours de 10-13% du nombre de restes, du nombre de fragments qui est associé au verre à vitre, et c'est tout à fait dans ce range-là qu'on se situe dans la structure 62. Je vais par contre parler un peu plus spécifiquement de la véritable, parce qu'on avait une collection assez importante de gobelets, notamment. On avait 24 gobelets, 24 individus. Nombre de restes, c'était 139 qui ont pu, de façon certaine, être identifiés comme appartenant à des gobelets. On avait plusieurs types de décors et plusieurs types de motifs. On avait 9 individus sans décor, puis on avait 8 individus à décor de motifs, à motif de côte creuse, taillée. Il y avait une distinction entre des côtes étroites et concaves pour 6 individus et des plus longues et moins prononcées pour 2 individus. C'est ce que vous voyez en fait sur le dessin qui se situe dans la partie centrale de la slide. Vous aviez 4 individus à décor moulé à motif de pan à la base de la panse et de cordage, fait que le motif de cordage se trouvait à la fois au niveau du pied du gobelet, mais aussi il entourait le pontil. Pareil, c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans la littérature de comparaison. Et on avait 3 individus à décor mixte, moulé et taillé. Gravé. Fait que là, l'objet qui se trouve complètement en haut à droite sur le dessin, c'est vraiment un motif mixte. Et pareil, c'est un type d'objet que je n'ai pas retrouvé dans la littérature non plus. À côté de ça, on avait des verres à tige et des rince-doigts, puis un certain nombre d'objets indéterminés. Donc, on avait 6 verres à tige qui ont pu être identifiés. Il y en a 5 qui portaient un décor de côte creuse taillée. Et on avait, pour les 3 pieds qui étaient conservés, la présence d'ailettes. Ce sont
des productions qui sont caractéristiques du deuxième tiers, grosso modo, du 19e siècle, et essentiellement des productions britanniques. On est dans du verre à plomb assez caractéristique. On avait 2, peut-être 3 rince-doigts, des rafraîchissoirs. C'est ce qu'on retrouve de représenté sur l'image que j'ai extraite de l'ouvrage de John C. Smith, la verrie qui est utilisée par l'armée britannique de 1755 à 1820. Pardon. Si vous regardez sur la table, il y a un certain nombre d'éléments qui sont pareils que l'objet qui se trouve juste au-dessus. C'est des objets demi-sphériques et ce sont des coupes qui étaient utilisées à la fois pour faire reposer le verre, pour rafraîchir le verre, mais aussi pour se rincer les doigts. Et ces types d'objets qu'on trouve de façon régulière sur les sites du 19e siècle, notamment en contexte militaire. Il y en a qui a été retrouvé par exemple à Louisbourg. Et on a aussi un objet indéterminé, on n'a pas pu le remonter complètement, on pense que ça va ensemble plus ou moins, peut-être, on se pose la question. C'est un objet qui est de large diamètre, qui faisait à peu près une vingtaine peut-être de centimètres de diamètre, et qui présentait une large trace de pontile. Puis il y avait un deuxième individu qui semblait être identique, et on avait un élément avec une ouverture tronconique où on se demandait si c'était pas un vase. Et à côté de ça, on avait un certain nombre de menus objets. Il y a quelques rares ustensiles. En fait, il y avait deux ustensiles à soie en queue de rat et à manche en andouillé, mais ils étaient en tellement mauvais état de conservation qu'on pouvait tirer très très peu d'informations. Il y avait des objets qui sont liés à l'enfance. Vous avez ici, je vous ai mis une petite bille, puis une ardoise lignée. Vous aviez des objets qui étaient liés à l'écriture. Vous avez ici une mine de graphite, des objets liés à l'habillement, des boutons, des objets liés à la consommation de tabac. Fait que là, on a des pipes. J'ai mis 2 exemples, mais des pipes, il y en a pas mal. Il y a 123 fragments pour 31 individus. Et sur ces 123 fragments, pardon, il y a seulement 22 fragments qui portent un décor. On a pu identifier la marque TD. La tête de chevreuil, l'encre et bateau, motif géométrique, flûte et cannelure que vous avez ici en bas à droite, le motif de tête de mort qui se trouve juste à côté. C'est toutes des productions britanniques, et pour ceux qui ont pu être identifiés, en fait, ce sont même des productions qui viennent à la fois d'Édimbourg et de Glasgow. Fait qu'on a Thomas White Co qui est à Édimbourg, Murray qui est à Glasgow, puis W. White qui est à Glasgow également. Puis à côté de ça, on a un certain nombre d'objets qui sont liés à l'hygiène. Fait que les objets qui sont liés à l'hygiène, ce sont essentiellement des fioles, des menus objets en verre. Vous avez ici 2 bouteilles qui sont identifiées, qui sont souvent identifiées dans la littérature comme étant des bouteilles d'eau de Cologne. On avait une bouteille qui contenait de l'huile de castor. Donc ce sont des choses qu'on trouve assez fréquemment. Il y avait aussi des fragments de brosse à dents. Donc, c'est ça, j'ai avancé un petit peu. Puis on avait aussi un possible fragment de blaireau. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que cet assemblage-là, je suis passée assez rapidement. Comme au départ, on devait faire juste une dizaine de minutes, je ne voulais pas durer trop longtemps, puis l'étude est relativement longue, mais la nature de l'assemblage, d'une façon générale, elle est assez caractéristique des occupations des années entre les années 1810-1815 et puis les années 1840. La nature de l'assemblage, elle permet d'appuyer la conclusion des analyses archéobotaniques et archéo-entomologiques quant à l'usage de la structure, à savoir que la structure est une latrine, c'est-à-dire qu'on retrouve tous les éléments qu'on trouve habituellement dans une latrine. Rachel, tout à l'heure, en mentionnait un certain nombre, on retrouve exactement les mêmes dans le cadre de cette structure-là. Donc, on a de la vaisselle,
vaisselle de table, très peu de vaisselle de préparation ou de conservation, essentiellement des vaisselles à usage de service ou de consommation de table. On va avoir des éléments qui sont liés à l'hygiène, quelques menus objets. On va avoir aussi tous les ossements, j'en ai pas parlé, parce qu'il y a eu une autre étude qui a été faite en parallèle, mais qui atteste aussi de pratiques de rejet qui sont caractéristiques des latrines. Les données archéo-entomologiques vont dans le même sens. Donc, on est dans quelque chose qui est caractéristique des comblements de latrines d'habitation bourgeoise et nobiliaire parce que on est dans non seulement une grande quantité de vaisselle, mais aussi on voit l'utilisation d'ensembles complets de vaisselle. C'est pas juste un objet, c'est vraiment un certain nombre d'objets identiques qui forment des services qui sont utilisés, puis qui sont utilisés de façon, je dirais, pas régulière, mais on va dire comme qui sont utilisés d'une façon commune, alors que ça pourrait être par ailleurs quelque chose de plus ostentatoire. Et puis, on a cette question, en fait, ça renvoie à la question d'une utilisation différenciée des espaces de vie et de rejet. On a une utilisation comme plus particulière des espaces de latrine pour rejeter des éléments qui sont en lien avec la consommation de la nourriture et avec l'hygiène. Puis ça renvoie aussi à l'évolution de l'organisation spatiale du site entre les occupations Gervaise, Dessol et Masson. Ce que je disais au début, c'est que le site est surtout connu pour son occupation dite Gervaise. C'est ça qui a donné le nom du site archéologique, parce que l'intervention en 2007, quand la maison Gervaise la glacière de la maison Gervaise avait été fouillée, la latrine dont je parle, la ST62, avait été identifiée, mais elle n'avait pas été fouillée. Donc on a vraiment des gestions de l'espace qui vont varier en fonction des périodes. Et puis, cet assemblage, il témoigne également de circuits d'approvisionnement spécifiques au sein de l'Empire britannique. On voit qu'il y a certains modèles qui reviennent de façon régulière. On voit que ce sont quasiment que des importations qui proviennent d'Angleterre, très très peu de production locale. Ça s'explique entre autres par le fait qu'on a très peu de vaisselle de préparation ou de conservation, mais même la vaisselle de préparation puis de conservation, c'est une vaisselle qui la plupart du temps vient d'Angleterre. Pareil pour les pipes, ça vient des terres de la couronne en l'occurrence de Glasgow puis d'Édimbourg. Fait qu'on a vraiment des circuits d'approvisionnement spécifiques qui sont renseignés par cette étude-là. Fait que voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute.